Et salut tout le monde. Est-ce que tout d'abord vous m'entendez bien? Salut Fatih. Ah, salut Jeff. Super. Alors je vais attendre un peu, je suis en train de faire deux petits réglages en fait sur mon environnement. Je reconnais pas mal de monde, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de webinaire parce que j'étais vraiment pris avec le taf. Mais là, on va pouvoir reprendre gentiment les bonnes vieilles habitudes. Donc le but, c'est toujours d'apprendre et puis de progresser tous ensemble. Salut Thomas, super. Donc si vous m'entendez bien, c'est bon. Nickel. Alors là, en fait, on va attaquer une nouvelle série qui va être inédite parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le net. Donc tout le deep dive du MS Entra, deep dive, l'Internet Access, le Private Access, et comment Microsoft voit le Zero Trust de demain, en fait. C'est quelque chose qui est en train de sortir, c'est pas encore implémenté chez les clients. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour apprendre, pour avoir les bonnes compétences nécessaires pour pouvoir derrière, tout simplement, apporter de l'expérience et de l'expertise à vos clients ou voir à votre société si vous êtes bien évidemment chez un client final directement. Le but, voilà, c'est aussi d'échanger. Si vous avez des idées, si vous avez des questions pertinentes, etc., n'hésitez pas, bien sûr, à les poster sur le chat. Ok, parfait. Je fais attendre encore 2 minutes. Le son, c'est tout bon. Vous me voyez bien aussi? Parce que là, j'ai mis une petite caméra, mais je pense qu'elle n'est pas terrible en termes de qualité, mais nickel, ça marche. Alors, comme je le disais dans l'annonce, on va avoir une série de présentations rapides sur la solution. Et puis le but, quand même, c'est qu'on fasse de la démo. Parce qu'honnêtement, moi, j'en ai marre des présentations où on fait que parler. Alors, les slides, c'est bien, mais je pense que faire de la démonstration, rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ça reste quand même plus intéressant. Et surtout, ça peut vous montrer surtout la pertinence de ce qu'on fait et de ce qu'on propose en termes de qualité, etc. Donc, je vais, je pense, pouvoir commencer gentiment et puis je vais laisser les gens rentrer dans la salle. Là, j'en ai quand même pas mal qui sont en train de rentrer, donc c'est parfait. Hop. Vous voyez bien mon écran, surtout, important. Nickel, super. Bonsoir à tous ou rebonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux là pour ce webinaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reproduit ça. Je vais essayer de tenir le rythme un jour, un webinaire par semaine. Je vous le promets dès les prochaines fois. Là, j'étais un petit peu occupé. Et donc là, le but, c'est d'attaquer une nouvelle série inédite, comme je le disais tout à l'heure, sur la Microsoft Entra dans sa globalité, c'est-à-dire comment Microsoft voit le Zero Trust au travers de ces changements. Parce que comme vous le savez, Aruba, Zscaler et j'en passe font déjà ce qu'on appelle du ZTNA, donc du Zero Trust Network Access depuis très longtemps. Et Microsoft, dans son offre, en fait, c'est ce qui lui manquait pour pouvoir justement arriver à faire du Zero Trust, on va dire end-to-end, donc du poste de travail jusqu'aux applications, en passant par les devices et surtout l'identité et le network. Donc, c'était le chaînon manquant à cette stratégie. Alors, en termes d'agenda, ça va être très simple. On va avoir une petite introduction, on va voir un peu à quoi sert et surtout c'est quoi l'offre ZTNA dans la partie Global Secure Access, c'est-à-dire la nouvelle offre de Microsoft, finalement, qui permet d'avoir ce qu'on appelle du ZTNA, c'est ce qu'on appelle le Global Secure Access. Et on verra que le Global Secure Access va se découler en deux grosses parties. Une partie network, Internet Access, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et une partie Private Access, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. D'accord? Donc ça, je vous en reparlerai. Ensuite, on verra du deep dive. Donc là, on fera que de la démo. Donc conditional access, configuration, la partie client, la partie log. Et bien évidemment, on verra aussi une petite tendance qui vient de sortir aussi. C'est ce qu'on appelle le tenant restriction. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a, ils savent ce que c'est ou pas. Mettez un commentaire pour que je puisse voir un petit peu. Mais le tenant restriction, c'est quelque chose d'extrêmement important à mettre en place dans un tenant.
D'ailleurs, ceux qui bossent avec moi, il y en a quand même pas mal dans la salle, ils savent en général de quoi je parle, parce que quand on fait du Zero Trust, ce qui est important à comprendre, c'est que on se focalise souvent sur l'entrée, c'est-à-dire ce qui va venir chez nous, mais on oublie souvent la sortie, c'est-à-dire de ce que les utilisateurs de votre tenant, de votre environnement peuvent faire. Et c'est ça finalement le tenant restriction qu'on va essayer de voir. Et on finira par des nouveautés MS Entra de novembre 2023. Donc du coup, hein, on va essayer de standardiser un peu ce webinar afin que ça fasse un peu plus sérieux. C'est qu'à chaque fin de webinar, en fait, je vous présenterai les nouveautés, soit les nouveautés de la semaine, soit les nouveautés du mois, afin que vous puissiez avoir un espèce de monthly ou weekly en fait, voilà, de news qui vous permettent derrière d'y aller chercher plus d'infos, etc. Ok, c'est parti. Donc le ZTNA, le Zero Trust Network Access avec le Global Secure Access de chez Microsoft. Non, alors non, c'est pas du DLP, Nazim. Si tu parles du Tenant Restriction, c'est pas du DLP pour l'instant. Mais il y aura aussi toute une série de webinars de DLP et de MIP. Hein, j'en parlerai plus tard. Le ZTNA, comme je le disais, donc le Zero Trust Network Access, comme vous le savez, hein, le Zero Trust, c'est un concept, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, et c'est quelque chose en fait qui a été mis en place, c'est un référentiel qui permet de protéger les entreprises sur plein de patterns, tout simplement. Donc c'est une méthode de travail, finalement, c'est un peu comme DevOps, c'est un peu comme le DevSecOps, c'est un peu comme le SecOps, c'est pas vraiment une compétence. Vous n'allez pas chercher quelqu'un ou quelqu'un va vous dire je suis expert Zero Trust, c'est pas possible. Ça n'existe pas, d'accord? Le Zero Trust, c'est tout simplement une philosophie qui permet tout simplement d'appliquer des standards qui vont, elles, vous rendre plus sécures, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va venir mettre des checklists sur plein de patterns. Donc, comme je vous l'ai dit, les applications, les devices, les identités, la data. Et quand on va merger tout ça, ça nous fait en fait une grosse bulle Zero Trust. D'accord? Donc on va, en fait, finalement, on va éviter surtout de parler de sécurité périmétrique par rapport à avant. Donc avant, on avait un gros firewall devant et puis on protégeait tout. Maintenant, on va plutôt aller au centre et on va aller au plus proche du workload et du vecteur d'attaque, d'où en fait le terme Zero Trust. Donc, comme vous le savez, ça c'est une slide que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose d'extrêmement important à discuter. C'est finalement l'approche et surtout, on va dire, la stratégie que Microsoft veut mettre derrière ce fameux Zero Trust. Comme je vous l'ai dit, Zero Trust, c'est un référentiel qui existe depuis plusieurs années, depuis à peu près les années 90. Microsoft, en fait, a essayé de l'adopter avec son IAM, hein, donc avec son IDP Azure Active Directory, enfin maintenant MS Entra, je vais y arriver un jour, qui se base en fait sur trois piliers hyper importants. Comme je vous l'ai dit, la vérification explicite, les privilèges et ce qu'on appelle le Assume Breach. Le Assume Breach, ça, c'est ma technique de défense et d'attaque, c'est-à-dire que quand je vais recevoir des alertes, et je vais recevoir des alertes parce que je vais être attaqué, je vais avoir des tentatives, là en fait ça dépend comment je vais pouvoir finalement répondre à ces alertes, comment je vais pouvoir répondre à ces tentatives d'attaque, donc en mettant en place des stratégies, des playbooks automatiques, etc. Ça c'est le plus important. Ensuite on a une liste privilège, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le fait de rendre votre environnement avec zéro privilège à un instant T de manière permanente. Donc ça veut dire que tout ce qui est privilège, account permanent, ça ne doit plus exister, mis à part une exception, ce qu'on appelle le brise-glace account. Tout le reste doit être soumis à du PIM, mais ça on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Donc maintenant je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Et le dernier point, très important, c'est la vérification explicite. Finalement, c'est ça qui fait le moteur du Zero Trust. C'est-à-dire que quand en fait une identité se présente devant l'IAM, devant l'IDP de Microsoft, on va faire toute une série en fait de validations avec plein de choses, donc l'identité, l'appareil, la donnée, la classification de la donnée, l'état de santé de l'appareil, l'état de santé de l'utilisateur. Et en fonction de tout ça, en fait, le Zero Trust Safety Mechanism, Threat Protection, va construire un nuage de points. Et en fonction de ce nuage de points, via les conditional access, il va soit autoriser avec une limitation d'accès, soit refuser, tout simplement. Donc on le verra tout à l'heure en démonstration, parce que là, finalement, ce que vous voyez sur ce schéma, c'est fait exprès. Il manque donc un gros truc, qui est ce qu'on appelle la partie network, et c'est ce qui va être emmené par la partie MS Entra, à savoir le ZTNA. Donc du coup, le Zero Trust Network Access, qui va nous permettre finalement de faire du Zscaler ou faire de l'Aruba, à savoir connecter nos environnements user et workstation directement à Microsoft au travers ce qu'on appelle du Edge Microsoft, mais ça on va en reparler juste après. Donc,
Comme vous le savez, Microsoft a renommé en fait son offre, hein, donc Azure, qui était Azure AD, maintenant est passé à MS Centra. Il faut savoir que MS Centra, c'est pas pour rien qu'ils l'ont renommé MS Centra, parce que finalement Azure AD, c'est plus qu'un IDP, c'est beaucoup plus que ça. Et comme on peut le voir ici, donc j'ai essayé de faire un schéma un peu qui explique, on va dire, la tendance, c'est que en fait c'est une porte d'entrée à plein d'outils qui vont être mergés, et c'est ça qui vous donne l'identité chez Microsoft en 2023-2024. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, il arrive ici, et ensuite là, il va se choper tous ces mécanismes de workload identities, donc ça c'est la protection des SPN, il va se choper ce qui est permission management, ça c'est plutôt pour les clients qui ont du multi-cloud et qui peuvent en fait tout simplement, enfin qui souhaitent plutôt gérer les permissions intercloud, donc sur Amazon et GCP par exemple, donc ça marche super bien via des protocoles précis, en fait, on est capable de gérer les permissions et de gérer surtout et de voir quelles sont les permissions qui ne doivent pas être, par exemple, accordées à des utilisateurs dans d'autres clouds. Donc ça, c'est vraiment important. Et la partie gouvernance, ça, c'est vraiment la partie un peu qui est en train d'arriver, qui va faire un peu du mime et du film, où on va pouvoir faire plein d'automatisation directement dans Azure AD. D'accord. Ça, c'est intéressant. Typiquement, en fait, vous allez pouvoir créer des workloads. Et dans ce workload, en fait, on va dire, voilà, l'utilisateur, il va être ajouté automatiquement à un groupe d'applications. On va automatiquement lui rajouter une licence, automatiquement le mettre dans le bon groupe, automatiquement lui envoyer un email de bienvenue. En fait, tout ce workflow-là de bienvenue d'utilisateur. Bien sûr, qui dit bienvenue dit aussi leave ou departure d'utilisateur. Là, on pourra aussi le faire sur la partie départure. Mais ce qui nous intéresse ici, du coup, c'est cette partie-là en violet aujourd'hui, parce que vous avez vu, il y a plein de choses. Hein. Donc là, j'essaie vraiment d'y aller vite pour pas trop vous baratiner avec les PowerPoint. Et je veux vraiment qu'on aille à la démo, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est quand même important de comprendre les concepts et surtout pourquoi Microsoft fait ça. C'est qu'ici, ensuite, on arrive sur la partie IDP. Donc la partie IDP, c'est Entra ID, du coup, et pas MS Entra. Ça, c'est important. Donc, vous avez MS Entra qui couvre la globalité. Et le Entra ID, finalement, c'est l'Azure AD. P1 et P2. Et dedans, on a deux choses intéressantes. Donc, déjà, on a toute la partie Azure AD que vous connaissez depuis longtemps. Et on a un gros produit qui s'appelle le Global Secure Access qui vient avec deux sous-produits, le Internet Access et le Private Access. D'accord? Donc, on va le voir juste après, à la slide suivante, à quoi servent ces deux produits, en tout cas cette offre, et pourquoi Microsoft surtout a mis en place ce mécanisme. Juste pour rappel, ça je vais aller très très vite, MS Entra, si vous restez tel quel aujourd'hui, il n'y a rien qui change, d'accord? Donc tout ce qui est, il y a le nom qui change, mais par contre tout ce qui est librairie MSOL pour les développeurs, vous vous rappelez, j'avais fait un webinar deep dive sur comment intégrer une application développer in-house dans Azure AD en utilisant les tokens JWT et on a parlé aussi d'OpenID Connect et de OAuth 2.0. Tout ça, finalement, ça ne change pas pour les développeurs. Ce n'est pas un problème, d'accord? Par contre, ce qui va changer, c'est surtout les nouveaux outils qui vont arriver. Mais si vous restez tel quel aujourd'hui, les API, la partie PowerShell, bien sûr, je vous recommande de passer sur la partie Graph maintenant, PowerShell Graph, tout ça, en fait, ne change pas. Okay, et vous avez le plan de licensing, Azure AD qui passe en Entra ID P1 et P2, tout simplement. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, typiquement, quand vous accédez à tout ce monde-là qui est ici, donc le IaaS, le PaaS, le SaaS, ce que vous voulez, quand vous allez sur sharepoint.microsoft.com, sur office.com, finalement, votre identité, vous êtes d'accord, hein, allez, on arrive, on s'authentifie sur Azure AD et on consomme l'information. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est le flux. Le flux, comment il fait? On a plusieurs choix. Soit vous êtes sur votre réseau corporate et vous passez directement à travers votre firewall et vous sortez sur Internet sur du 443 en TLS et vous allez consommer le service. Soit vous êtes à distance, soit vous avez un PC personnel et puis vous vous connectez. D'ailleurs, c'est pas bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui l'autorisent aujourd'hui. Ça, je comprendrai jamais, mais c'est pas grave. Donc, du coup, là, on est plutôt sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire c'est comme si j'allais sur google.com. Je passe sur Internet, je passe pas sur un tunnel ou autre, je suis encapsulé dans rien, je suis directement sur du TLS sur le web. Donc je passe par, en fait, pour être plus technique, c'est que mes paquets IP, hein, donc paquets sur le modèle OSI, on est sur du niveau 3, et ensuite on a le socket, niveau 4, donc couche transport. Donc on va avoir le couple adresse IP et port, donc port de destination. Quand en fait on va les taper sur le web, on est sur finalement un truc classique basé sur le modèle OSI, directement sur Internet, pas de flux entre vous et Microsoft.
on va dire, chiffré dans le sens où il n'y a pas quelque chose qui va vous blinder entre vous et Microsoft. C'est-à-dire que vos paquets IP, c'est ça que je voulais dire, sont routés sur les routeurs publics classiques, tout simplement. Donc forcément, on n'a pas beaucoup de sécurité de contrôle là-dessus. On peut rien savoir. C'est-à-dire qu'une fois que le paquet il est parti, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, un exemple simple, quand vous envoyez un email, une fois qu'il est parti le mail, même si vous avez l'option de faire un rappel sur Outlook, mais une fois que le mail il est parti, il a été routé sur Internet, c'est fini. Vous pouvez pas lui dire tiens, je veux répatrier le mail chez moi. Ça, c'est pas possible. Là, c'est un peu la même chose. On est sur des requêtes HTTP derrière, donc on monte sur la couche 7 du modèle OSI et on arrive sur Internet, on est routé sur des paquets, nos paquets sont routés sur Internet. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord? C'est ce qui est normal. Hein, c'est de l'Internet, c'est du cloud, c'est du cloud public en plus. OK? Et donc, Microsoft, finalement, ils se sont dit quelque chose d'intéressant. C'est que, comme vous le savez, Microsoft a le plus gros data center au monde. D'accord? Donc, ils ont énormément de régions dans le monde et ils ont plus de data centers que Amazon et Google réunis. Ça, il faut le savoir. C'est intéressant de le savoir. Et pourquoi? Et en fait, ils se sont dit, finalement, on a des edge de partout, on a des routeurs de partout qui sont au plus proche de nos clients. Pourquoi ne pas faire du coup du SSE, donc ce qu'on appelle le service Edge Secure, qui permet finalement de router les paquets, non pas sur Internet, comme je vous l'ai dit sur les routeurs publics, mais sur finalement les edge privés de Microsoft. Donc là, du coup, ça change tout. Ça veut dire que la donnée, et encore une fois, rappelez-vous, mon couple IP et port de destination, donc sur la couche 3 et 4 du modèle OSI, donc la couche réseau et la couche transport du modèle OSI, en fait, on va être encapsulé dans des tuyaux entre vous et Microsoft. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, ici, on est capable de faire ce qu'on appelle du SSE, donc du Service Security Service Edge, où on va prendre tout le flux on va dire de votre requête et on va la faire passer sur les edge de Microsoft. Donc ça veut dire qu'ils seront invisibles sur Internet. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à plein de choses. On va le voir tout à l'heure. Notamment, rappelez-vous, j'avais fait un webinaire d'1h30 pour dire que finalement, si vous avez le MFA, ça ne suffisait pas. Notamment, ça va aider sur ça. C'est-à-dire que si vous avez du Global Secure Access sur la partie Internet Access, vos claims MFA ne peuvent pas être volés. Ils ne peuvent pas être volés parce que l'attaquant ne voit pas vos paquets passer sur le net. Donc, même s'il vous envoie son Evil Jinx ou son reverse proxy pour faire ce qu'on appelle du AITM, Phishing Attack MFA, il n'y arrivera pas parce qu'il faut qu'il paiera d'abord en fait le Private Global Worldwide Network de Microsoft. Et la bonne chance, parce que forcément, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus gros et beaucoup plus qui ont beaucoup plus de moyens. D'accord? Alors, c'est pas vraiment du VPN. Justement, je l'attendais cette question. C'est du SSE en fait. Donc, on est vraiment sur de la redirection de paquets. On est un peu sur, c'est un peu comme du CASB, d'accord? Donc, on est vraiment sur de la redirection de paquets. Mais on pourrait le voir. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer tout à l'heure. On pourrait le voir comme un VPN, c'est-à-dire que là, finalement, je vais prendre ici mon client connectivity, comme vous pouvez le voir, et je vais avoir en fait un tuyau entre mon client et Microsoft 365. Donc, tous les paquets passent que par ici. Tous les paquets là que je vous le disais tout à l'heure, ils passent uniquement dans ce gros nuage ici. D'accord? Et donc là, du coup, je pourrais appliquer mes 3 piliers de Zero Trust. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Et exactement. Et en fait, donc là, du coup, ici, quand on arrive ici, on est sur des tunnels dédiés et on arrive à aller consommer la partie M365. Alors, pour ceux qui se posent la question, bien évidemment, si vous avez des applications sous-jacentes à Azure AD qui sont intégrées via du O2 OpenID Connect, vous pourrez aussi bénéficier de ça, parce que forcément, l'authentification passe par Azure AD. Et vous voyez ici, il y aura plein d'autres applications SaaS qui vont arriver. Donc là, pour l'instant, on est aux prémices, mais ça va arriver. Vous allez voir que c'est quelque chose extrêmement intéressant. Et pour moi, ça, c'est un game changer dans la partie cloud. Pour ceux qui font du cloud de l'Azure AD depuis très longtemps, c'est très important de prendre en compte ce point-là pour vos projets. D'accord? Alors, bien évidemment, Thibaut, ça, c'est la question et j'en parlais tout à l'heure, c'est que dans les faits, oui, je pourrais me substituer de Zscaler parce qu'en fait, je sais faire la même chose. Et attention, là, je suis en train de vous parler que de la partie Internet Access. Je ne vous ai même pas parlé encore du Private Access, qui est ce qu'on appelle la DMZ 2.0, mais ça, je vous laisserai avec ça pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. OK?
C'est la partie des private access, effectivement. Mais on en reparlera. Mais attention, hein, Zscaler Fernandez, pardon, il fait aussi du public access. Hein, parce qu'en fait, quand tu passes sur Internet, il peut aussi t'encapsuler dans ces trucs. OK? Et donc là, finalement, ici, ce qui est bien avec Microsoft, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, ils ont en fait un réseau network dans le monde entier avec des backbones de partout. Et donc, du coup, en fait, vos paquets pour aller chez eux, bah, ils vont rester là-dedans. En fait, c'est comme si on était dans du privé vers du privé. Vu que M365, bah, chez Microsoft, bah, on passe par les tuyaux Microsoft pour y aller. Et donc là, ça devient intéressant. Pourquoi? Ça devient intéressant parce que je vais pouvoir, écoutez bien, hein, ça devient intéressant parce que je vais pouvoir contrôler l'accès network via des conditional access. C'est ça l'intérêt en fait du ZTNA. C'est-à-dire que mon accès, mon flux, je ne vais pas faire que du networking pur et dur comme avant. Vous voyez, faire du PAT, faire du NAT, toutes ces conneries. Là, je vais aller un peu plus loin et je vais aller surtout m'adapter et surtout rajouter la brique identité. Et forcément, la partie identité, c'est la partie la plus importante pour faire du Zero Trust et qui va nous permettre donc d'accéder à tous ces environnements via du conditional access. C'est ça que ça veut dire et c'est ça l'intérêt donc du ZTNA. J'espère que vous avez compris. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et donc, pour faire du ZTNA Internet Access, donc là on est sur du Internet Access, et pour ceux qui se posent la question, je ne présente pas le Private Access aujourd'hui, ça sera la prochaine fois, parce qu'en fait déjà vous allez voir là, on va prendre un peu de temps déjà, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ici, le Connectivity Client Internet Access pour aller à M365. Donc là, je passe par des tunnels. Ou alors, vous allez me dire, tu es gentil avec ton client, j'ai pas envie de l'installer sur mes workstations. Très bien, pas de souci. On est capable de faire du coup la partie réseau maintenant. Et en fait, on va définir toutes les IP de sortie de votre entreprise comme étant faisant partie du Network Connectivity Global Secure Access. Et du coup, en fait, dès que en fait, on envoie des paquets depuis une IP qui a été mise ici, donc de IP de sortie, hein, IP publique de sortie, là, on passera sur le Network Access. En général, on essaiera de faire les deux, c'est-à-dire client plus Remote Access. D'accord? Et donc là, ça vous donnera bien évidemment l'accès au trafic M365. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, seul M365 App, à savoir Exchange et SharePoint sont pour l'instant, on va dire, supportés. Bien évidemment, les autres services vont arriver après, plus tard. Donc, pour l'instant, on a Exchange et SharePoint. Bien évidemment, SharePoint, ça veut dire OneDrive, ça veut dire Teams, ça veut dire plein de choses. D'accord? Donc là, du coup, on verra plus tard quand ça va arriver. Oui, Jean-François, tu avais une question? Je vous propose peut-être de noter les questions vers la fin, comme ça, on ne hache pas trop le meeting, en fait. Je pense que ça peut être intéressant. D'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, soit on fait du client, ok, soit alors on fait ce qu'on appelle du corporate network, ou soit on fait les deux. D'accord? Ça, c'est intéressant. Mais comprenez bien, hein, ça, on est sur un virage dans la partie Azure AD qui est extrêmement importante. Et retenez bien la date de la semaine prochaine. On a les Ignite qui vont arriver. Malheureusement, je ne peux pas y aller cette année parce que j'ai des obligations au Portugal lundi, mardi, mercredi avec Duoki, parce qu'en fait, je vais faire la partie encryption des données avec Duoki, mais je vais quand même suivre la partie Ignite de loin, à distance, on va dire. Connectez-vous demain au Ignite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées, et notamment sur la partie Azure AD, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être annoncées. Et ça, c'est vraiment un changement radical dans le fonctionnement de l'accès à l'information au travers Azure AD avec ce qu'on appelle le ZTNA. Donc faites très attention à ça et surtout soyez attentifs pour être tout simplement suffisamment formés ou être force de proposition au sein de vos sociétés. D'accord? Donc, je le disais tout à l'heure, avant de passer à la démo, etc., AITM Phishing Attack. Vous vous rappelez, ce slide, en fait, j'essaie de le mettre à jour tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous protège du phishing MFA? En fait, pas grand-chose. Enfin, si. Soit on fait du FIDO2, donc avec YubiKey, d'accord, donc je fais du passwordless, soit du Windows Hello for Business, soit ce qu'on appelle le Azure CBA, à savoir le Certificate Based Authentication, qui nous permet de nous authentifier avec un certificat. Bon, le problème, c'est que c'est pas top, parce qu'il va falloir gérer la CRL, etc. C'est un peu compliqué. Et ensuite, on a un deuxième point qui peut nous protéger avec les conditional access, c'est soit on a un device qui est compliant avec Intune, donc ça veut dire que si le device n'est pas compliant, on refuse l'accès. Donc là, l'attaquant ne peut pas voler le claim du device, donc ça c'est intéressant. Soit le hybrid join, donc MS Entra, ou soit alors du coup justement le GSA client, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc l'intérêt de faire du GSA client,
au-delà de ce que je viens de vous dire, au-delà de passer par Internet, enfin le routeur de Microsoft pour avoir plus de fiabilité, pour avoir plus de rapidité, pour avoir plus de performance, on est aussi sur ce qu'on appelle du protection contre le AITM, et donc on est capable donc d'être protégé derrière ces grosses attaques là de phishing MFA, et bien évidemment il y en a de plus en plus. Okay. Alors, donc sur la partie client, aujourd'hui, il est supporté sur Windows uniquement, donc Windows 10, Windows 11. Bien évidemment, il y a Microsoft qui va annoncer plus tard, donc ça c'est public hein, pour l'instant, mais ils disent qu'il y a macOS, Android et iOS qui vont sortir. Donc ça veut dire ce qui est bien, c'est que vous allez avoir votre téléphone, et quand vous allez aller sur Teams, par exemple, sur votre application, ben en fait, votre téléphone, au lieu d'y aller sur Internet, sur la 5G classique, il va passer sur les routeurs de Microsoft pour aller ensuite chez Teams. Alors, pour ceux qui se posent la question, ah, mais est-ce que ça va pas ralentir les perfs et tout? Ben non, justement, parce qu'en fait, on est dans les tunnels de Microsoft. Donc, ça sera du privé à privé. C'est un peu comme vous faites une express route. Quand vous faites une express route, vous êtes dans un tunnel privé. C'est comme si je prenais un câble et que je vous le colle sur votre PC et je le mets directement chez Microsoft. Là, c'est exactement la même chose. OK? On va peut-être, donc là, c'est ce qu'ils ont annoncé, le client GSA sera intégré dans Windows 11 dans les prochaines releases. Donc, ça veut dire qu'il sera intégré dans le Windows directement, pas besoin de l'installer. Et on aura aussi l'intégration de ce client dans la partie Defender et la partie Intune. Là, ça devient intéressant. Alors, important pour l'instant, il ne gère que la partie TCP. D'accord. Donc, tout ce qui est connexion TCP, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on est en mode connecté. On n'est pas en mode déconnecté avec la partie UDP. Ça arrivera plus tard, notamment sur. En fait, la partie TCP UDP, la partie UDP, elle est intéressante quand on fait du private access. La partie TCP, elle est intéressante quand on fait du Internet access. En termes de prérequis, bah, il nous faut une machine Windows 10, Windows 11, un device qui soit joint à Entra, soit joint en mode Entra Cloud Only ou alors en hybride, si vous avez l'hybridation. Si vous voulez l'installer à la main, il vous faut les locales, donc le droit admin pour pouvoir l'installer. Si vous avez l'apps, vous déployez l'apps. Sinon, en fait, vous le déployez avec Intune. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire. C'est pas très compliqué. Et bien évidemment, en termes de licensing, pour utiliser la preview, parce que pour l'instant, c'est en preview, c'est pas en GA. Donc, ne faites pas de production pour l'instant avec. Il faut minimum Entra P1, donc Azure AD P1 minimum pour pouvoir le tester. D'accord? Donc ensuite, si vous avez quelques limitations, comme je vous le disais, par exemple, si on fait du multisession sur le client, ça ne fonctionne pas très bien avec la partie RDP. Si on a du portail captif au niveau Wi-Fi, pareil, ça ne fonctionne pas très bien, ça va bloquer pas mal de choses. Donc là, je vous laisserai lire un petit peu ça. Ça, c'est de la doc directement de Microsoft, donc vous pourrez voir un peu les limitations, sachant que pour l'instant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est en preview, donc c'est en public preview, tout le monde peut le tester. Donc ne faites pas de production, s'il vous plaît, avec, parce que forcément, Microsoft va changer des choses, va améliorer des choses, va retirer des choses. Donc ça évitera que vous fassiez tomber votre prod. Donc si vous le testez, bien évidemment, testez-le sur des users de POC, quelques users de POC, il n'y a pas de problème là-dessus. OK? Alors, en quoi c'est différent? Effectivement, en quoi c'est différent de la redirection du trafic applicatif dans Casby? Ça, c'est une très bonne question. Bah, la différence, c'est que quand tu fais la redirection de trafic sur le Casby, déjà tu le fais sur la session uniquement. Tu le fais sur la session uniquement, pardon. C'est-à-dire que tu es en mode web. Alors que là, même avec la partie client, je suis capable de le faire. Déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que mes paquets, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'arriver en fait au Cloud App avant d'être redirigés. Ils sont directement dans le tuyau en mode privé. D'accord. Donc il y a ça aussi. Et troisième point, quand tu fais de la redirection avec le Casby, il faut savoir que c'est pas supporté sur toutes les applications déjà, et c'est supporté uniquement sur le web. Donc tu as une grosse limitation. Et quatrième point, c'est que avant d'arriver sur le Casby, en fait, avant sur la redirection, tu es quand même sur Internet. Et là, en fait, nous, c'est ce qu'on veut éviter ici. Voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Et donc ici, aussi un truc important, c'est que pour faire du conditional access avec la partie Global Secure Access, il va falloir activer une petite option. Donc maintenant, on va aller un petit peu sur le portail se balader. Ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour aller sur la partie Entra, c'est entra.microsoft.com. Tous ceux qui ont un tenant, hein, vous y avez accès directement. Dites-moi juste si vous voyez bien mon écran ou vous voulez que j'agrandisse un peu les caractères ou c'est tout bon. C'est tout bon pour vous.
C'est bon? OK, parfait. Donc là, ici, bon, Microsoft Entra, vous avez vu, en fait, du coup, c'est le nouveau portail qui un petit peu rebrande un petit peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est le point d'entrée à tout votre partie M365. D'accord? Enfin, votre gestion d'IAM plutôt. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Internet Access, Private Access. OK? Donc là, je vais aller sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'offre Global Secure Access. Et là-dedans, j'ai plein de choses. La première chose pour activer ça, en fait, on va venir ici. Alors attendez, parce que hop, je vais tout truquer comme ça, vous allez tout voir. Voilà. Hop et hop. OK? Donc là, la première chose, on a le dashboard ici. Dans le dashboard, vous allez avoir plein de choses qui vont vous expliquer un petit peu les trafics. Donc vous voyez que j'ai déjà pas mal de choses, moi. J'ai des destinations, j'ai un utilisateur et un device. Donc là, ça me montre un peu et ça vous prouve que bah, on va dire mon Global Secure Access fonctionne avec la partie client, c'est-à-dire que mon utilisateur, mon device est routé au travers donc des routeurs du SSE Microsoft directement. OK, ici. Ça, c'est le dashboard classique. Après, ce qui est important, c'est la partie Connect. Ici, Traffic Forwarding. C'est ça qui nous permet déjà d'activer les deux profils. Alors, moi, j'ai les profils Internet et Private Access qui sont activés. Donc, ne faites pas trop attention au Private, s'il vous plaît, parce que ça sera vraiment un sujet à part. D'accord? Donc, je ne vais vraiment pas le traiter aujourd'hui. Donc, comme ça, en fait, on sépare bien les sujets. OK? Donc, je vais venir ici. Ce qui est important, comme je vous le disais, dans View ici, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que ça marchait pour Exchange et SharePoint. Comme on peut le voir ici, voilà. Comment ça fonctionne concrètement? C'est que je vous l'ai dit que c'était sur du TCP, ici, en termes de protocole. D'accord? On est sur les ports 80-443, c'est du classique. Et ici, en fait, le trafic, regardez ici, il est forwardé au travers justement des Edge Microsoft. Du coup, ce qui est intéressant, donc je peux être même très granulaire. Je peux très bien avoir le client installé sur ma machine, mais de dire qu'il y a uniquement Outlook.com qui est forwardé et les autres, ils sont en bypass. Qu'est-ce que ça veut dire le bypass? Le bypass, ça veut dire qu'il passe sur Internet et il ne passe pas sur les Edge, le SSE de Microsoft. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc là, moi, je vais les laisser en forward afin que tous mes protocoles, tous mes IP, en fait, passent directement sur on va dire, sur le Edge de Microsoft. Donc là, on a la partie Exchange. Là, on a la partie SharePoint qui est ici. Et on a tout ce qui est service common, en fait, Office Online. Mais ça, finalement, c'est le Windows Live, le Login Live. C'est important parce qu'en fait, c'est avec tout. C'est des trucs tellement historiques qu'ils sont obligés de les rajouter. Mais pour l'instant, les services utilisés sont SharePoint et OneDrive et Teams et Exchange Online. Tout le reste viendra bien évidemment plus tard. OK? Donc ça, c'est le premier point, c'est activé ici. D'accord? Une fois que c'est activé là, ce qu'on va faire pour on va dire faire du conditional access, on va venir ensuite dans Global Settings, Session Management. Oui, on peut, bien évidemment, je vais en parler après, on va pouvoir cibler les users, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'activez ici, je vais revenir là, on va le faire, on va être un petit peu plus... Pardon, ici. En fait, quand vous l'activez ici, là, ça va juste activer le service. Ça ne va rien faire d'autre. D'accord? Ça ne va pas obliger les gens à passer sur le Global Secure Access, si c'est ça votre question. OK? Ça, c'est important à bien retenir. Donc, une fois que j'ai activé cette partie-là, je vais avoir la capacité d'avoir finalement mon tenant qui va rentrer dans les edge de Microsoft au niveau SSE. C'est ça que ça veut dire. Mais par contre, à cet instant précis, les utilisateurs continuent à accéder sur M365 via du routage du routage classique, via du HTTPS classique sur Internet. Okay? Pour l'instant, il n'y a aucune incidence. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir, comme je vous l'ai dit, dans la partie Session Management, et je vais venir ici dans Adaptative Access, et je vais cocher ça. Regardez ce que ça veut dire. Enable Global Secure Access Signaling in Conditional Access. Ça, c'est très important. Et c'est en fait toute la nuance. Vous avez vu, c'est marrant. Hein, toute la nuance est basée sur un petit bouton. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, ça veut dire que tout le signal Global Secure Access, Network Access Private ou Internet va venir être envoyé dans les Conditional Access. Ça, c'est la clé. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que ça va me créer quelque chose. Je vais aller plutôt là-dessus, comme ça je ne vais pas perdre ma fenêtre. Une fois que j'ai créé, enfin une fois que j'ai activé la partie signal Global Secure Access dans les Conditional Access, ça va tout simplement me créer une nouvelle Trusted Location.
Et là, vous l'aurez compris, ceux qui font de l'Azure AD, ils ont compris. Ça va me créer une naming location, donc une trusted location hein, en soi, qui va s'appeler All Compliant Network Location. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Donc là, on ne peut pas le voir, hein, c'est normal. Allô, allô? Je crois qu'on a été perdu. Vous m'entendez toujours ou pas? C'est tout bon. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. J'en étais où? Vous pouvez me dire ce que vous avez loupé? Comme ça, je reprends. Est-ce que vous avez suivi cette petite nuance ici? C'est bon? Ok, c'est marrant. En plus, on parle de network et forcément, ça arrive. C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. C'est comme ça. Ok, Trusted Location. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, c'est pas grave. Donc, je suis là pour ça aussi. C'est que quand vous faites cette option, ça va activer le signal Zero Trust ZTNA sur les Conditional Access. Et finalement, c'est là toute la clé, toute la nuance de ce fameux ONTRA que Microsoft est en train de provisionner. Donc, ça va me créer une Trusted Location ici. D'accord? Ah, vous avez perdu le partage? Vous avez perdu le partage? Ou c'est que... Ouais, non, je pense qu'il faut que tu... Je pense qu'il faut que tu revoies ton truc, Mohamed. Et donc ici, j'arrive, ça me crée une network location. Et cette network location, comme je vous l'ai dit, c'est le SSE Microsoft. Maintenant, vous avez compris. Forcément, ceux qui font du conditional access, ben, ils pourront dire, je vous spoil, si je ne suis pas derrière ça, je ne peux pas me connecter. Et là, on arrive sur du vrai Zero Trust ZTNA. C'est là que ça devient intéressant. Donc, bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer autre chose. Donc, le client, ici, Global Secure Access. Donc là, je vais aller sur Intune, d'accord? J'ai une machine ici qui est enrôlée dans Intune et puis qui fait partie en fait de l'organisation. C'est une machine de test hein, directement, voilà, qui s'appelle STC CL01 et 02. Donc ce sont des machines ici. J'ai mon utilisateur Bibiche ici qui est connecté avec mon tenant M365 X machin truc bidule. Et là-dedans, dans les applications, vous voyez ici, j'ai déployé mon Global Secure Access Client. Donc, il est tout simplement en WinApp 32. Donc, ça veut dire que j'ai dû le convertir. Hein, donc, ceux qui font de l'Intune, bah, je convertis le package, en fait, parce que c'est un exe. Donc, je le convertis en Win32, donc Intune Wim, hein, tout simplement. Et là, du coup, je l'ai installé sur mes devices. Donc, j'ai fait All Device, je ne me suis pas embêté. Voilà, exactement, Intune Wim directement. OK? Une fois que j'ai fait ça, donc pas besoin de l'installer à la main, tout ça. Ça, c'était juste pour vous montrer que c'était possible de l'installer aussi via Intune, c'est important. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais venir ici dans mon client. Donc mon client qui est ici. Donc là, j'ai un Windows 10, tout frais, d'accord? Et une fois que c'est installé, vous allez avoir un petit truc ici. Donc il s'appelle Global Secure Access Client. Donc là, vous voyez qu'il est connecté. Je le lance ici. J'ai pas mal d'infos. J'ai la partie Semari. Donc là, il me dit un petit peu, il me donne mon tenant. C'est un tenant de test ici. Il me donne un petit peu les updates, les policies qui sont updatées. Il me donne surtout ce qu'on appelle le hostname acquisition. Ça veut dire qu'on est bien connecté à un tenant Active Directory Azure AD MS ONTRA qui est fonctionnel. Là, il me donne ce qu'on appelle les flows, donc les flux de tout sur quoi il s'est passé de ce client vers M365. Et vous voyez que je suis sur ce qu'on appelle du private edge ici. D'accord? Donc là, on verra tout à l'heure la nuance. Donc on a ici la partie hostname aussi. Donc là, vous voyez que, regardez, tous ces trucs-là, en fait, on passe sur des IP spécifiques. La partie service, j'ai le tunneling qui est activé, le management et le policy retriever qui est activé. Donc ça veut dire que je peux recevoir des policies, la partie management est activée et surtout, mon tunnel est activé vers Microsoft. OK? Et ici, j'ai la partie channel. Alors, comme moi, j'ai activé le private, vous voyez le private ici. Si demain, vous mettez en place le Internet Access, vous ne verrez que la M365. Vous ne verrez pas la partie private. Mais moi, j'ai activé les deux. Donc, mais encore une fois, je ne parle pas de ça pour l'instant. On verra ça, bien évidemment, au prochain webinaire. Maintenant, je suis capable aussi de faire un check. Donc, je vais aller ici, je vais faire un clic droit.
et je peux faire un client checker ici. Et en fait, ce client checker, il va tout simplement vérifier si ma machine remplit les prérequis pour pouvoir faire du Global Secure Access, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez que je peux tout faire. J'ai surtout ici M365 Edge Reachable, ça c'est important. C'est ça qui dit que je passe par des private edge, donc ce qu'on appelle le SSE de Microsoft. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la redirection ou ça n'a rien à voir avec le reverse proxy CASB Defender for Cloud App. Là, on est vraiment sur de la redirection au niveau réseau paquet. Donc ça, c'est important. Hein. Donc vraiment niveau 3, niveau 4 en termes de routage donc couche de transport. OK, donc là, vous voyez que c'est tout bon. Sur ce client, bien sûr, je peux l'éteindre, je peux l'allumer, je peux collecter des logs, je peux faire pas mal de choses et je peux aussi faire un switch user. Bien évidemment, ici, en fait, l'utilisateur qui est connecté, en fait, c'est l'utilisateur Azure Active Directory. Hein, il faut bien qu'il se connecte. D'accord? Merci beaucoup, Bernard. Pas de souci. Et donc, là, je suis sur on va dire un client Global Access qui est configuré et qui est fonctionnel. Maintenant, en termes de démonstration, que je voulais vous montrer pour apporter un peu de valeur, parce que finalement, on parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais alors, on va d'abord faire une chose intéressante, c'est qu'on va se connecter on va lui dire que, ici, on va aller se connecter sur le tenant M365. Là, je vais vous montrer, je vais aller sur office.com, je vais prendre mon utilisateur, attendez, je suis feignant. Hop. Et là, voilà, de toute façon, j'ai le SSO puisque ma machine est hybridée, etc. D'accord. On est vraiment sur du OSI 3.4, effectivement. Alors, justement, pour la partie coût, je répondrai après. Mais pour l'instant, en fait, on n'en sait rien. Là, vous voyez que je suis connecté, d'accord? Et en fait, là, je passe par le tunnel. Comment je sais que je passe par les tunnels? Je peux faire un petit test rapidos, ici. Je peux, en fait, ici, faire un ping du service office.outlook.com. Donc, c'est le service, tout simplement, messagerie dans Exchange Online. Et là, vous voyez que je passe par des edge ici, d'accord? Comme vous pouvez le voir, je passe par des IP spécifiques. C'est le edge de Microsoft. Okay, bon, je pingue pas, c'est pas très grave, mais je vais arrêter le client. Je vais faire une pause. Donc là, je vais attendre que le client s'arrête. Il met toujours un peu de temps, hein, il y a un peu de latence. Voilà. Donc là, vous voyez que le client s'est arrêté, il est en pause. Et là, je vais repinguer. Et quand je vais repinguer, bon, malheureusement, j'ai pas le. Il faudra que je vais peut-être tester ça. Je sais pas si ça passe ou pas. Voilà, donc je vais plutôt faire le office.com. Regardez, le office.com, on est sur du 13, 180, 107, 6 OK? Maintenant, je vais relancer mon client. Je vais faire un résumé. Je vais attendre un petit peu. Voilà, donc là, le client, il a tourné et je vais faire un ping office. Alors, est-ce que j'ai l'effet démo? Ouais, j'ai encore l'effet démo, c'est pas grave. Et en fait, normalement, je dois passer sur ces IP-là, en fait. Sur ces IP-là, qui sont là, tout simplement. D'accord? Donc, c'est juste parce que je l'ai bloqué en conditionnel access, donc c'est pour ça que ça passe pas. Mais c'est pas très grave, OK? Donc ça, c'est le premier important. Après, bien évidemment, on pourrait faire un tracert, on pourrait faire plein de choses. Mais ce qui est important à comprendre, c'est juste que, en fait, quand vous êtes sur les edge, vous passez par les edge de Microsoft. Quand le client est déconnecté, vous passez pas par les edge. Maintenant, on va le voir au niveau conditionnel access. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, je suis connecté, d'accord, ici. Donc maintenant, je vais le stopper. Là, je vais faire une pause. Et je vais ici me déconnecter. Voilà, je vais me déconnecter, je vais réessayer de me connecter à Office 365. J'espère qu'il m'a bien déconnecté. Ouais, c'est bon. OK. Là, pour l'instant, j'arrive à me connecter. Alors, attendez. Maintenant, c'est pas grave. On va en fait maintenant venir se balader ici. Et dans ma conditional access, que normalement j'avais préparé pour vous, où est-ce qu'elle est? Elle est là. En fait, oui, c'était cet utilisateur et pas Bibiche, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, en fait, j'ai une conditional access, tout simplement ici, qui est toute bête, en fait. Hein, d'accord? Ici. Qui va venir toucher toute la partie M365, Office App. Et ici, je lui dis, en fait, tu bloques toutes les locations, sauf la partie Edge de Microsoft, à savoir les network compliant. D'accord? Donc ça, c'est important.
Et puis ici, je bloque tout simplement l'accès. Ok, donc là, je vais faire save. Alors après, bon, là, il faut que j'attende un peu. Sinon, ben, je peux, en fait, c'est tout bête, mais je peux aussi avancer et puis prendre l'utilisateur en question. Mais je verrai après. C'est pas très grave. Hop. Donc là, je vais revenir ici. Alors normalement, c'est pas, on va dire, instantané, mais on va quand même essayer. Hop. Ah bah oui, ça n'a rien à voir en fait avec la partie géo, hein. Bien sûr, hein, ça n'a rien à voir. Effectivement, qui c'est qui m'a parlé de cache là, j'ai vu. Il y a aussi les caches DNS aussi, forcément, parce que là on est sur la partie réseau. Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là, on va vérifier si j'ai le bon mot de passe. Voilà. Vous voyez ici, du coup, il me dit que je ne peux pas me connecter. Donc ça veut dire que j'ai réussi à m'authentifier. J'ai mis le bon password, ça c'est important. Mais par contre, je ne peux pas m'authentifier. D'accord? Pourquoi? Donc on le verra tout à l'heure dans les logs. Maintenant, bah, si je refais, donc là vous avez vu, il est éteint mon client, hein. Il est éteint. Donc là, si je le rallume, si je fais un résumé ici, je fais attendre un peu qu'il se réveille. Voilà. Donc là, je vais fermer et réouvrir. Et puis, je vais retenter ma chance. Je vais reprendre ça. Non, je ne recherche pas ma conf réseau, justement. Oublie pas, parce que là, on se base sur du conditional access. En fait, le réseau, c'est la partie que tu vois pas trop, en fait. Et voilà, là, vous voyez que bah, il me prend tout avec le MFA. Donc là, j'ai mon petit MFA tranquillement. Hop, 28. Et ici, en fait, bah, j'arrive directement à me connecter. D'accord? J'arrive à me connecter parce que justement, mon Global Secure Access, ici, est activé. Et autorisé à y aller. OK? Donc ça, c'est un des premiers points à comprendre. Hop, donc là, après, je vais revenir ici. Donc là, après, en termes de log, en fait, bon là, il faut attendre un peu parce que du coup, ça ne va pas arriver tout de suite. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça bug à mort ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Donc mon user Bibiche ici, qui lui est connecté et il y a toute la partie ZTNA qui fonctionne bien. Je vais essayer de recharger le log, je vais attendre en attendant. D'accord? Mais donc, du coup, ce que j'ai fait, là, comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai pu autoriser l'accès uniquement depuis les edge de Microsoft. Donc ça, c'est quelque chose dans le Zero Trust que vous allez pouvoir définir plus tard. C'est-à-dire qu'aucune machine, aucun device dans l'organisation ne peut atteindre votre M365 s'il ne fait pas partie de la Policy Global Secure Access. Et donc là, on est vraiment sur du Zero Trust ZTNA parce que là, on va merger le network, la partie access, on va merger la partie identité, on va merger la partie device. Donc là, on fait le mariage, en gros, des trois piliers importants pour faire du Zero Trust tout simplement. D'accord? Donc là, bon, là, lui, je vais le laisser. Je ne sais pas pourquoi ça met un peu de temps là ce soir, je ne sais pas pourquoi. OK. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Si je reviens juste sur mes slides, hop, ici. Je vous ai parlé du conditional access, Intune Global Security. Maintenant, on va parler du tenant restriction. Donc d'ailleurs, ici, là, je peux le voir. Je ne sais pas s'il est passé ou pas encore. Non, pas encore. C'est pas ces logs-là. Donc, il faut qu'on attende un petit peu encore. Parce qu'en fait, derrière, on va avoir des logs justement orientés ZTN, en fait. C'est ça qui va nous intéresser là-dessus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler du tenant restriction. Le tenant restriction, donc c'est pareil, hein, dans Session Management Tenant Restriction, on a quelque chose ici qu'on va pouvoir activer. Mais du coup, le tenant restriction, pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez sur Google et vous tapez tenant restriction Azure AD V2, parce qu'on parle du V2, en fait, vous allez retrouver une petite doc assez sympa qui vous explique en fait qu'est-ce que c'est le tenant restriction. Le tenant restriction, en fait, c'est de dire, en fait, c'est d'interdire
que vos utilisateurs puissent se connecter depuis leur poste de travail à des tenants extérieurs avec une identité extérieure. Ah oui, parce que quand vous êtes chez vous en interne, les gens ils peuvent bien aller sur office.com pour se connecter, on est d'accord. Si vous bloquez office.com, ils ne peuvent pas utiliser leur mail, ils ne peuvent pas truquer leur mail, etc. Par contre, vous êtes capable d'autoriser le M365 global que pour les identités de l'entreprise, mais bloquer tout ce qui est autre identité. Donc typiquement, moi, par exemple, quand je suis chez un client, normalement, je ne dois pas me connecter sur mon tenant, en fait, stcconsulting.ch. Parce que je suis depuis chez le client, depuis une machine chez le client. Donc normalement, ça doit être fermé. Ça, c'est pour éviter surtout ce qu'on appelle les exfiltrations de données avec OneDrive, etc. Parce qu'il y a beaucoup de bots, en fait, qui font ça. D'accord? Donc pour éviter ça, on a plusieurs moyens. Soit on met en place des GPO pour pouvoir bloquer ça, d'accord? Soit on le faisait au niveau réseau à l'époque, donc c'était le tenant restriction V1, mais qui ne marchait pas très bien. Soit alors on le couple avec le Global Secure Access. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici, je vais cocher la partie Tenant Restriction. OK. Ensuite, je vais venir dans la partie Identity, External Identities, et ensuite Cross-Tenant Access Settings. Et là-dedans, je vais aller dans la partie Default Settings. Et vous voyez ici, j'ai un truc, Tenant Restriction Default. D'accord? Et donc là, ici, tout est bloqué. Donc là, c'est bloqué. Et là, c'est bloqué. D'accord? Donc là, tout est bloqué. D'ailleurs, par défaut, tout est bloqué. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est de dire, du moment que tu as une machine d'entreprise avec un client GSA, donc Global Secure Access activé, tu ne peux pas te connecter sur d'autres tenants. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Donc si je vais sur ma machine, donc là je suis sur la machine du client, le Global Secure Access il est activé, donc je suis sur quelque chose de propre. OK? Je vais ouvrir une navigation privée et je vais essayer d'y aller sur office.com. Et je vais aller donc avec une autre identité pour me connecter avec un autre tenant. D'accord? Donc là, je vais aller avec mon adresse mail, ici, directement. OK? Et donc là, hop, j'essaie de me connecter. Hop, et ici, l'accès est bloqué. Vous avez vu, c'est ça qui est intéressant. Là, l'accès est bloqué parce que j'utilise une identité qui ne fait pas partie de l'entreprise. Par contre, ici, bah là, je peux aller sur office.com, hein, ici, avec l'identité de l'entreprise. Vous voyez, avec Bibiche. Sacré Bibiche, lui, il peut y aller. Voilà, donc il peut y aller. Voilà, je pense qu'il va tourner en boucle à un moment. Voilà, il va tourner en boucle, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il peut y aller, d'accord? Donc là, il peut aller sur OneDrive, il peut aller sur Outlook. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que j'arrive à bloquer le service M365 en fonction de l'identité. C'est ça qui est important à comprendre. Là, on n'est pas sur du réseau. Hein. Je ne bloque pas les flux réseau ou quoi que ce soit. Là, je bloque sur la partie identité. Maintenant, si je ferme le Global Secure Access, là, je vais faire une pause ici. OK? Là, vous allez comprendre que c'est inversé. Lui, il pourra plus se connecter et lui, il pourra se connecter. Donc là, je l'ai fermé. D'accord? Là, je vais revenir ici. Comme c'est du réseau, en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre comme les conditional access. Ce n'est pas vraiment de la télémétrie, ça va marcher tout de suite. Donc là, bon, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Donc là, je vais faire comme ça. Et là, je vais me connecter ici. OK? Là, je vais mettre mon mot de passe. Et là, il va me prompter avec mon MFA, parce que forcément, j'ai du MFA. Voilà. Bien sûr, c'est le téléphone. Et là, vous voyez, en fait, bah, je suis connecté. Donc, j'arrive à me connecter. Bon, c'est pas grave, je vais mettre mon téléphone du coup. Là, vous voyez que ici, je suis connecté. D'accord? Donc là, il va m'envoyer mon message. Là, ce que je fais, c'est pas bien. Hein. Vous avez vu, les coordonnées sont les plus mal chaussées. C'est pas bien d'utiliser la partie SMS, hein, comme je vous l'ai toujours dit. Hein. D'accord? Privilégiez plutôt la partie FIDO ou la partie OTP. D'accord? Software. Et là, vous avez vu, j'ai pu me connecter. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme la machine n'est plus dans le GSA, bah, elle ne sait pas faire du tenant restriction basé sur le GSA. Bah voilà, là, c'est là, il a pu se connecter avec un autre tenant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, oui, tout à fait, Olivier. Je l'ai gardé, mon MFA avec les SMS. Et d'ailleurs, ça peut vous sauver la vie sur une chose.
c'est que si vous avez, par exemple, parce qu'en fait, moi j'ai deux téléphones, et l'app elle est sur l'autre téléphone. Donc là, forcément, il n'y a pas de batterie, donc je suis obligé d'utiliser mon SMS. C'est pour ça que j'ai fait ça, tout simplement. Mais bien évidemment, SMS MFA à éviter le plus possible. Très important. Effacez-le, enfin, brûlez-le, faites ce que vous voulez, à ne pas utiliser. D'accord? Donc là, revenons à nos moutons ici. Donc, j'ai pu me connecter avec ce qu'on appelle du tenant restriction. Après, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux aller beaucoup plus loin parce que, en fait, ici, alors, je peux faire ça. Là, j'étais sur la default, d'accord? Mais je peux aussi le faire en fonction des organisations. Ici. Là, j'ai un tenant restriction et là, j'ai mis mon tenant STC. Donc, c'est mon tenant de collaboration. Et ici, en fait, je vais pouvoir lui dire, en fait, je peux bloquer uniquement certaines personnes, uniquement le service marketing, uniquement l'IT, etc. Et d'ailleurs, il me demande un groupe ID, parce que comme je ne les connais pas côté Azure, c'est comme un tenant externe, c'est votre prestataire ou votre partenaire qui va vous donner les ID que vous allez glisser ici. D'accord, pour pouvoir le faire ça. Et donc, du coup, en plus, dans mon tenant restriction V2 avec du Global Secure Access, je suis capable d'être granulaire et l'appliquer uniquement à une certaine population. Donc, c'est encore plus fort. C'est là où ça devient, du coup, intéressant de ce point de vue-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment commencer ces webinars, ces séries de webinars inédits sur la partie MS Entra ID. Parce que pour l'instant, il y a peu de documents, il y a peu de démos vraiment franches en fait là-dessus. Et je voulais vraiment qu'on s'appuie sur de la démo pour qu'on puisse vraiment voir comment ça fonctionne. D'accord? Et donc là, je vous ai montré le Global Secure Access Conditional Access, la partie Tenant Restriction. Donc maintenant, je vais revenir sur Entra ici, sur la partie Global Secure Access. D'accord? Et là, vous avez en fait pas mal de choses. Donc là, par exemple, tout ce qui est log, etc., vous avez vu en fait, comme c'est quelque chose en preview, vous avez beaucoup de choses en fait qui ne sont pas encore activées et qui ne sont pas encore disponibles. Donc c'est pour ça, j'attire votre attention. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça en production. Privilégiez plutôt la partie pour l'instant POC et pas la partie production. D'accord? Là, pareil, vous avez deux, trois choses qui ne fonctionnent pas. Là, on a encore, comme je vous l'ai dit, le trafic M365 profil, la partie data et la partie SharePoint qui est activée pour l'instant. Tout le reste, pour l'instant, ne peut pas être activé. Okay. Et là, c'est du private preview sur la partie log. Donc, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Mon tenant n'est pas en private preview, donc de toute façon, je n'aurais pas pu vous le montrer parce qu'en général, c'est du NDA. Le client, on le récupère ici, dans client download. Vous allez dans client download et vous récupérez votre client. Vous le téléchargez et vous l'installez, soit comme je vous l'ai dit à la main, soit bien évidemment avec la partie Intune. D'accord? Donc, et voici les prérequis en fait qui sont directement ici exposés. OK? Donc maintenant, si je reviens sur le dashboard, normalement, je devrais avoir un peu plus de logs en fait, qui devraient arriver. Donc là, en fait, vous voyez que je passe ici sur la partie Edge en fait pour accéder donc à mes applications. D'accord, donc là si je prends, voilà, j'ai qu'un utilisateur pour l'instant, hein, c'est l'utilisateur Bibiche qui se connecte dessus, donc c'est là que vous voyez un peu comment ça se passe. Alors bien évidemment, ils vont l'améliorer, hein, c'est des choses qui vont arriver, et puis ça va être amélioré. Vous imaginez bien que ça sera intégré dans Security Defender pour en fait faire merger tous les patterns. Ça sera aussi intégré dans la partie Sentinel avec les workbooks, etc., etc. Donc ça aussi c'est intéressant à bien comprendre. Maintenant, si je reviens dans mes logs et j'espère que maintenant j'ai quelque chose ici. J'ai pas. Non, donc c'est pas celle-là encore. S'il veut bien. Je voulais juste vous montrer en fait les logs hein, qui surtout qui vous montrent et qui vous permet de bien troubleshooter en fait quand vous passez sur la partie Global Secure Access. Je vais attendre un petit peu. Et donc là, vous avez compris, hein, là, ce qui est intéressant en fait pour ça, c'est que du coup, on est capable de faire du conditional access directement sur la partie network, etc. Alors, pas de filtre app, client app. Alors, non, en fait, parce que je me base sur ça finalement. Tu vois, pour l'instant, du moins, sur ma conditional access ici, je vais revenir là. Protection, conditional access, policy. En fait, je m'appuie là-dessus, en fait, tu vois. Je m'appuie directement là-dessus, ici. Alors,
Bien sûr, on aura quelque chose d'intéressant qui va arriver. Regardez ici. Vous allez avoir ça qui va arriver. C'est le Global Secure Access Preview. Mais c'est en preview pour l'instant. Et là, vous voyez que je peux sélectionner aussi le trafic. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que je vais tout simplement targeter uniquement cette partie-là. Et du coup, je peux faire toutes les conditions que je veux, des conditionnel access que je connais aussi. OK? D'accord? Pour l'instant, pas à ma connaissance, la partie QoS, je ne sais pas si ça va être. Je pense que ça sera forcément introduit de toute façon dès qu'on parle de réseau, mais pour l'instant, pas eu la connaissance là-dessus. Donc du coup, vous voyez bien ici dans la partie conditions, enfin dans la partie target ressources, je vais pouvoir ici fixer la partie global secure access. Donc c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, je me répète, mais c'est important, c'est que le zero trust, enfin les conditionnel access vont se baser sur le network SSE Microsoft pour me donner accès à M365. Donc du coup, tout ce qui est Zscaler, tout ce qui est Aruba, etc., franchement, ils ont intérêt à s'accrocher. Parce que Microsoft, quand en général ils arrivent avec une offre comme ça, c'est une offre qui va être intégrée à tous les outils Microsoft. Donc on sera dans un écosystème qui sera totalement intégré et totalement en fait compact. Et donc forcément, ce sera beaucoup plus facile en termes de troubleshooting, en termes de fonctionnalités, etc. D'accord? Donc toutes ces démos que je viens de vous montrer prouvent surtout quelque chose d'intéressant et important, comme je vous l'ai dit. Pourquoi Microsoft fait du ZTNA? C'est surtout pour permettre de donner l'accès aux ressources M365 au travers du Edge Microsoft, le SSE, via les conditional access. Et donc, du coup, on introduit le Zero Trust Network, le ZTN Network Access, sur la partie conditional access. Et là, du coup, ça devient énormément, ça devient quelque chose d'énorme, en fait, en termes de mindset. Donc, faites attention. Prenez ça en compte quand ça va arriver, quand ça sera en GA, parce que c'est vraiment un game changer pour moi. Et moi, je le vois chez plein de clients et je n'ai quand même pas mal. Cette partie-là peut vraiment être intéressante. D'accord? Donc voilà, faites vraiment, en tout cas, faites gaffe à cette partie-là qui peut être intéressante là-dessus. Et là, je ne sais pas si j'arrive à avoir mes logs ici ou pas. Non, pas encore. Hein. Il n'arrive pas à remonter mes logs. Hein. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça, au pire, je vous montrerai plus tard dans l'autre partie. En tout cas, sachez que là, pour l'instant, j'ai parlé uniquement de la partie. Si je reviens dans les slides ici, on a parlé uniquement sur la partie Microsoft Access, Global Secure Access, Internet Access. On parlera de la partie Private Access la prochaine fois avec ce qu'on appelle la DMZ 2.0 qui sera un peu orientée pour accéder, vous l'aurez compris, à des ressources privées. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'exposer des services sur du 443 ou du HTTPS ou ce que vous voulez, parce que là, on va y accéder justement via la partie MS Centra, en fait, directement. Et donc, du coup, pareil, on n'est plus sur de la logique, en fait, de NAT, de pattes, de routage de paquets, même si on intervient sur la couche 3 du modèle OSI, donc le réseau, la couche 4, à savoir la couche transport, on est plutôt, du coup, directement sur la couche applicative, donc la couche 7, mais en ajoutant la partie identité qui va venir passer par l'IDP l'IAM, qui va vous donner donc l'accès tout simplement à cet aspect-là. Alors, normalement, ceux qui connaissent bien Azure AD, la partie Private Access, quelque part, elle existe déjà un petit peu depuis avant. C'est ce qu'on appelait en fait le Azure Application Proxy. D'accord? Mais le Azure Application Proxy, il lui manquait plein de choses. Déjà, il ne passe pas par le SSE Microsoft, c'est-à-dire il passe pas, rappelez-vous, par ce fameux Edge. Si je reviens ici, il passe pas par cette grosse bulle ici, ce Edge, donc les paquets ne sont pas encapsulés, donc on est quand même sur Internet. Donc en tout cas, les paquets sont routés sur des routeurs publics et pas routés sur le Edge, le SSE de Microsoft. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne gérait pas la partie TCP. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire du private access sur n'importe quel service TCP. Demain, vous voulez faire du SSH, vous pouvez même faire du SSH sur un serveur Linux en déclenchant le MFA Microsoft. Si ça, c'est pas fort, franchement, j'essaierai de vous faire la démo la prochaine fois. Donc, je me connecte à mon serveur SSH en SSH. En fait, la mire, ça sera l'authentification MFA de Microsoft parce que tout passe par le flux justement IDP et Azure Active Directory au niveau SSE. Et finalement, donc le terme, ça serait Azure App Proxy. Non, c'est pas ça. Ça sera toujours Private Access parce que c'est un truc beaucoup plus global que ça, en fait, tout simplement. Voilà pour les démos. Donc, on a vu les démos ici, comme je vous l'ai montré. Je reviens ici vite fait. Donc, encore une fois,
je me répète, mais c'est important. Pensez bien, bien évidemment ici, à activer cette partie Conditional Access. Donc, si je reviens ici, puisque du coup, je l'ai perdu. Voilà. Donc, à activer la partie Access Management pour pouvoir faire passer en fait les signaux Zero Trust Network Access vers les Conditional Access. Ça, c'est important parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas mettre en place les Conditional Access. D'accord? Là-dessus. Hop, donc je fais tout. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Donc, la partie Session Management, ici, très important à bien l'activer. Je vous ai montré le Tenant Restriction. Donc, le Tenant Restriction, hein, donc là, j'ai même fait un design en plus que je reprends ici. Hop, je vous montre. Voilà, ici. Donc là, en fait, ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'être granulaire et de pouvoir, en fait, tout simplement, derrière, bloquer tout ce qui est identité externe qui se connecte depuis la machine de l'entreprise. Je vous ai fait la démonstration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc là, vous avez le design complet. Et ça, c'est pareil en général. Honnêtement, ce que je vous montre là, ce sont des slides, ce sont des ressources qui n'existent, enfin, qui existent, mais qui ne sont pas vraiment bien expliquées. D'accord? Donc c'est pour ça que je tenais absolument à faire ce webinaire de manière assez deep dive pour qu'on puisse bien comprendre comment fonctionnent derrière les solutions. OK? OK, donc là, j'arrive ici. Ensuite, là, vous avez toute une partie de log aussi, hein, monitoring externe. Donc, pour l'instant, on est tous, comme on est sur du private, donc il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, vous voyez, dans les logs ici, vous voyez bien que je passe sur les serveurs Edge de Microsoft, d'accord, ici, directement, sur la partie Network Access ou Internet Access. Donc là, si je clique dessus, pour l'instant, je n'avais pas, mais je pense que ça va se recharger. Et là, en fait, vous allez voir en fait que là, pour l'instant, il me dit qu'il n'a pas trouvé, parce qu'il faut qu'il se recharge un petit peu. Et vous allez voir en fait derrière que quand vous avez du Network Access, Internet Access, ça passe sur Internet Access. Si vous avez du Private Access, forcément, ça passera sur du Private Access. D'accord? Directement ici. Donc là, c'est la partie plutôt publique. Hein. Donc ici, c'est quand je passais tout à l'heure de manière normale. D'ailleurs, si je reviens sur mon client, je ne sais pas s'il est allumé ou pas. Donc mon client est fermé, donc je vais le réouvrir. Donc je vais faire un résumé. D'accord? Et donc là, quand j'ai fait un résumé, bah forcément, je suis capable maintenant de me connecter sans problème parce que bah forcément, je suis dans les Edge de Microsoft. Hein. Rappelez-vous de la petite nuance qui est importante. Voilà, donc ça, j'en ai parlé, c'est important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est capable, donc depuis une machine directement de l'entreprise, plutôt que de jouer ça et bloquer ça au niveau réseau, bah, je vais bloquer ça directement au niveau Global Secure Access avec Azure Active Directory et les Conditional Access et le Tenant Restriction, donc qui est ici. Si je reviens ici, hop, External Identities, ensuite Cross-Tenant Access. Et là, en fait, j'ai cette partie Default Settings, le Tenant Restriction. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de Global Secure Access, vous pouvez bien évidemment le faire par GPO. Donc, c'est une GPO, vous mettez votre Tenant ID, votre Police ID, et là, du coup, vos PC managés par l'entreprise, les PC qui reçoivent la GPO, depuis ces PC, on ne pourra pas se connecter sur un tenant autre que celui du client. Alors, bien sûr, vous pourrez aussi mettre tous les tenants que vous autorisez, ce qui fait que si j'utilise une identité extérieure, je ne pourrai pas me connecter sur une autre identité comme je vous l'ai montré dans la démonstration. OK? Voilà, donc je pense que j'espère que j'ai été assez clair là-dessus par rapport à cette problématique-là. Après, ici, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est important, dans la partie Security Profile, ça c'est pareil. En fait, il faut être en private preview pour pouvoir faire tout ce qui est rapporter de la sécurité au niveau des profils. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire de hardening au niveau sécu parce que c'est pas encore tout simplement accessible. D'accord? Donc, on verra plus tard. Pareil pour la partie web content filtering. Pour l'instant, on est sur quelque chose de réservé au private preview, en fait, pour l'instant. Là-dessus, et puis, qu'est-ce que je voulais. Pareil, les workbooks aussi. D'accord? Comme je vous le disais avec Azure. On va pouvoir balancer ça dans du Sentinel, mais pour l'instant, c'est pas encore, on va dire, mis en place afin qu'on puisse les utiliser. Donc le pricing, pour l'instant, on n'en sait rien. En fait, Microsoft n'a pas communiqué sur le prix, mais il faudra forcément s'attendre à quelque chose
de payant, parce que forcément c'est pas gratuit, c'est quand même de la nouveauté. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important à mettre en place. Donc forcément, ce sera quelque chose de payant. Mais pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler. Mais par contre, oui, ce sera forcément payant, c'est sûr. Pour la partie Remote Network, je ne vous ai pas parlé de la Remote Network. Si vous ne voulez pas installer le client sur les users, vous pouvez les PC, vous pouvez bien sûr utiliser la partie Remote Network. Donc là, la partie network, hein, là, ben, je vais choisir ma région. Donc là, par exemple, Office, je ne sais pas moi, par exemple, Genève. OK. Donc là, je vais mettre la région. OK. Et puis là, bah, en fait, je vais rajouter ma connexion. Donc, je vais faire en fait une connexion. Donc là, pour ceux qui font un peu de réseau, on va faire un peu du link. On va surtout faire, on a ce qu'on appelle du pairing BGP, hein, donc le border, en fait, c'est le protocole de routage border directement. D'accord, ici, on va mettre l'ASN du client. OK. La bandwidth, s'il y en a une, la redundancy, etc. Et puis, bien sûr, mettre le niveau en fait de débit. Et en fait, ça se configure bien sûr avec votre fournisseur Internet, d'accord, qui va vous aider à faire tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, derrière ici, bah, vous allez pouvoir activer la partie M365 Profile, comme vous avez pu le voir, regarder, et je peux faire soit de l'Internet Access, soit alors du Private Access. C'est exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure dans les slides, à savoir ici. Si je reviens dans les slides vite fait, c'est exactement ce que je vous ai montré ici, en fait. Soit je fais du client connectivity, soit je fais ce qu'on appelle du corporate remote connectivity, tout simplement. D'accord? Donc ici, et après je le crée, et puis ensuite, après, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer par, le trafic Internet plutôt que de passer par le client, donc qui est ici. OK? Tout simplement. BGP, protocole interroutage Cisco. Alors ouais, BGP surtout. Alors, comme vous le savez, hein, ceux qui font un peu de réseau, vous avez ce qu'on appelle des routages de type IGP et de type BGP et de type extérieur BGP. Les routages internes, c'est tout ce qui est RIP, donc RIP, soit USGRP ou alors OSPF. Donc c'est le routage interne des IP internes. Le BGP, c'est plutôt un protocole qui permet de faire du routage en externe en fait, donc avec des IP extérieurs, avec des ASN, ce qu'on appelle ASN, c'est en fait un domaine d'adresse IP. En général, quand vous êtes une entreprise, vous avez un ASN qui est propre. Chaque entreprise a un ASN. Et c'est ça, en fait, qu'on va router avec Microsoft pour pouvoir faire ce trafic privé. C'est un peu comme l'Express Route. Hein. C'est un peu pareil, en fait, tout simplement. OK ? Donc, cette partie-là qui peut bien évidemment être effectuée. Après, dans le traffic forwarding, ici, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, je n'ai pas parlé du private access, ça je vous parlerai la prochaine fois, donc j'ai fait exprès parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ici, pour l'instant, pareil, on pourra jouer aussi la partie assignment remote network, mais regardez ici, pour l'instant, je n'ai pas de remote network, mais du moment que j'ai du remote network, je vais pouvoir ici les assigner directement, mais il faudra les créer comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois qu'ils sont créés, je vais pouvoir les assigner et je vais pouvoir donc faire du trafic SSE M365 Edge via du network, corporate connectivity, et aussi depuis le client. Donc du coup, ça permet d'avoir du zero trust global de bout en bout entre mes clients, mon infrastructure et Microsoft Azure, et pas que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On aura aussi d'autres applications qui vont être intégrées. Il n'y a pas que du M365 ici. C'est-à-dire que demain, je sais pas, j'ai Atlassian, j'ai du ServiceNow, j'ai ce que vous voulez qui est intégré dans Azure AD avec OpenID Connect. Tout ce trafic-là, il passera aussi par les routeurs Edge de Microsoft. Et rappelez-vous aussi ce qui va me protéger. Ça va me protéger contre les attaques ATM, par exemple phishing MFA, parce que l'attaquant ne pourra pas finalement faire du reverse proxy dans la partie Edge, dans la grosse bulle ici de Microsoft, parce que forcément c'est quelque chose de privé et il ne pourra jamais rentrer. Voilà, c'est surtout ça la clé de l'offre Global Security avec cette nouvelle offre. Ok, donc là je vais pouvoir finaliser gentiment la presse et on va attaquer un petit peu quelques nouveautés en fait sur le mois d'octobre et novembre. Sur les nouveautés que j'ai vues, intéressant maintenant, vous êtes capable en fait de faire un record un record. Vous faites un recovery des SPN que vous avez délités. Vous avez vu les Enterprise Applications, les App Registration, quand vous les effacez, on est capable maintenant de faire un delete et faire un recovery. Donc ça c'est intéressant, ça permet en fait d'avoir du backup.
Bien sûr, maintenant, on a le support admin portal sur les conditional access. Donc ça, c'est en GA. Ça, c'est quoi? Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, pour l'instant, je ne le trouve pas bien fourni, mais ça va arriver. Quand vous faites votre conditional access, ici, en fait, vous avez une possibilité, vous avez vu, hein, de fixer les applications. D'accord? Donc là, je vais créer une policy. Et dans les targets ici, d'accord? Donc là, j'ai toutes les applications, ou alors j'ai une nouvelle application qui s'appelle Admin. Ici, vous allez voir. Admin Portal. Voilà, Admin Portal. Ici, je vais dessus ici. Hop, comme ça, je vous montre. Et en fait, elle couvre tous ces admin portal d'un coup. Donc, elle couvre l'administration Office, elle couvre tout ça, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant. Pardon, c'est celle-là, excusez-moi. Elle couvre tout ça. En fait, elle couvre la partie Azure pour l'instant, Exchange, M365 Admin, la partie Defender, la partie Entra, la partie Intune et la partie Purview. D'accord, pour l'instant. Par exemple, vous voyez, là, elle ne couvre pas encore la partie security.microsoft.com, par exemple. D'accord? Mais ça va arriver. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si vous voulez fixer des choses pour des admins directement. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Salut Jacques, j'espère que ça va. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Ah, il faudra peut-être que tu fasses un refresh, Jacques, du coup. Et donc là, cette partie admin est intéressante. Donc cette partie application admin pour pouvoir en fait faire des conditional access précises pour les admins. OK? Là-dessus. Ensuite, je reviens sur les slides pour les nouveautés intéressantes. On est capable maintenant de faire ce qu'on appelle du web signing Windows 11. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, donc je vais aller dessus ici. Et en fait, tout simplement, on est capable maintenant de s'authentifier sur Windows 11 directement avec l'authenticateur de Microsoft. D'accord? Et au lieu de mettre le mot de passe, ou au lieu de mettre Windows Hello for Business, ou au lieu de mettre Incrifido, ou au lieu de mettre un certificat, bah, vous allez faire directement déclencher en fait le MFA en fait directement de Microsoft, d'accord? Et c'est lui en fait qui va vous authentifier. Donc là en fait on peut le voir ici. Vous avez une vidéo, je l'ai mise ici, comme ça je vous montre. Alors, et en plus, c'est très très facile à installer et à fonctionner. Non, justement, pas en hybrid join. Ça marche uniquement sur les machines full cloud. Regardez ici, ben voilà, la personne là, elle va se connecter sur Windows et en fait, elle va se connecter uniquement avec son, tout simplement, MFA, donc le Microsoft Authenticator. Regardez ici, directement. Donc, on a l'authentification Azure AD qui est directement dans Windows 11. OK? Et on ne passe plus par la base SAM que vous connaissez, etc., etc. Donc, ça, c'est intéressant. Bien évidemment, je vous mets le lien directement ici que vous pourrez retrouver. D'accord? Donc là, les prérequis pour faire ça, tout simplement, c'est la partie uniquement. Donc là, la partie Windows 10, pas terrible, mais surtout la partie Windows 11. Il faut surtout avoir les derniers KB et être en 22H2 Windows 11. Le device doit être intra-join et pas hybride. D'accord? C'est uniquement la partie full cloud. OK? Et bien évidemment, il faut une connexion Internet. D'accord? Donc, si vous avez du offline, bah, vous ne pourrez pas vous connecter parce qu'en fait, il va faire appel le service Azure Active Directory pour pouvoir se connecter, ce qui est normal. D'accord? Et en plus, après, ça s'active très facilement avec Intune, en fait, avec une option pour pouvoir directement en fait, le configurer. D'accord? Ici. Ensuite, vous avez, donc là, vous avez une nouvelle expérience sur la partie password MyInfo pour changer les passwords. Vous avez les passkeys qui sont en train d'arriver. Donc les passkeys, donc ça, Amazon l'a déjà mis en place, Google l'a déjà mis en place, donc Microsoft est en train de le mettre en place. Et ça sera en GA visiblement en 2024. Donc là, ça va être votre PC qui va en fait se comporter comme un coffre au fort pour s'authentifier. Donc ça, vous savez du FIDO2, etc. C'est votre PC qui va venir en fait améliorer l'authentification avec le passwordless. Ça, c'est intéressant. Vous avez plein de nouveaux connecteurs au niveau des provisioning dans Azure. D'accord? Donc, ce qui intéresse, donc Datadog, plein d'applications qui sont en train d'arriver. Et ce qui est intéressant, je voulais vous parler de ça, les Microsoft Managed Conditional Access MFA. J'ai fait un post qui a sur LinkedIn et en fait, j'expliquais que Microsoft va déployer 3 conditional access sur du MFA
par défaut chez tous les clients, en mode rollout. Donc là, c'est en train d'arriver, c'est en mode rollout. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Alors, malheureusement, moi, j'ai accès à les manage policy. Je peux les tester sur mon tenant de test prévu pour ça, mais ça reste quand même du private preview, donc je ne peux pas vous le montrer puisqu'il y a du NDA dedans. D'accord? Par contre, je vais vous montrer la démo, enfin, la doc officielle et surtout ce qu'elle veut dire. En fait, Microsoft va appliquer 3 nouvelles conditional access. Elle va appliquer une conditional access qui va demander le MFA pour tous les admin portal. Donc l'admin portal, c'est l'application que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça sera pour tous les clients, d'accord? Et là, en fait, ça va couvrir tous les admins, d'accord? Directement, du tenant. Donc, tous les gens qui ont un rôle admin, ça va le truc. Alors, bien évidemment, ce sont 3 policies qui vont arriver en mode report only pendant 90 jours sur votre tenant. Si vous les laissez pendant 90 jours en report only, au bout de 3 mois, en fait, bah, ça va passer en activé. Donc, du coup, bien évidemment, vous aurez la possibilité de les éteindre, enfin de les mettre en off. Vous aurez la possibilité de les garder et d'exclure des users, comme votre fameux brise-glace à compte, etc. Et vous aurez aussi la possibilité de les dupliquer pour les utiliser ailleurs. OK? Ça, c'est important. Deuxième conditional access, c'est, regardez ici, require MFA pour les gens qui utilisent ce qu'on appelle le par user multifactor authentication. Et oui, il y a encore des gens aujourd'hui qui utilisent cet ancien portail. Vous vous en souvenez normalement de ça, le per user MFA, ici. Donc ça, ce portail, bah, c'est le MFA classique qu'on connaît depuis très longtemps. D'accord? Donc c'est le MFA par user. Vous voyez ici, marqué disablé. Si c'est marqué disablé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de MFA. Si c'est disablé, ça veut dire que le MFA est surtout géré par les conditional access. Ça, c'est important. Hein, ok. Donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, bah, en fait, plutôt que de vous donner un script, parce que ça existe, hein, vous avez un script qui permet de convertir ces gens-là, ce MFA la classique en mode conditional access, bah, là, en fait, ils vont mettre en place une conditional access ici. Regardez ici, qui va vous convertir, qui va vous aider à faire la translation vers les conditional access. Ça, c'est plutôt pour les gens, encore une fois, qui utilisent le MFA par user. Alors, à ne pas faire, c'est pas recommandé, mais il y a des gens qui le font encore aujourd'hui. Et puis, ça nécessite du plan 2. Ça va vous activer tout simplement une conditional access qui vous permet de déclencher du MFA quand l'utilisateur a une connexion, une connexion high risk. Donc forcément, ça va utiliser les signaux de Identity Protection et Identity Protection est provisionné par la partie Premium Plan 2. D'accord? Donc si vous n'avez pas du plan 2, bah, ça ne sera pas activé. Et ça permettra donc de déclencher du MFA quand les gens ils seront tout simplement en risky signing. Bon, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez les laisser activer, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez les turn off, donc vous pouvez aussi les bloquer. Et vous pouvez aussi exclure quelques utilisateurs si vous les souhaitez les utiliser. Moi, je trouve que c'est intéressant que Microsoft mette en place des conditional access en fait qui vous permettent d'être protégés by design. Je vous envoie le lien ici, qui est intéressant, donc c'est un lien public. D'accord? Et donc ça peut quand même être intéressant pour les gens qui n'ont pas vraiment de connaissances en termes de sécurité pour provisionner quelque chose, on va dire, par défaut et by design sécurisé. Et je vais finir ici. Finalement, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que ceux qui font de l'Azure AD, ils le savent, hein, quand vous faites vos conditional access, vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur les templates de Microsoft. Donc c'est en GA, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez faire du Zero Secure Foundation, d'accord? Donc vous avez plein de choses en fait qui sont proposées, ok? Vous avez la partie Zero Trust ici. Vous avez la partie Remote Work. Bon, après, ça se rejoint un petit peu quand même, hein, d'accord? Vous avez la partie Protect Administrator et la partie Imagine Threat, ok? Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les conditional access, de toute façon, que vous le fassiez depuis là ou depuis... donc là, regardez, ici, je peux faire ça, hein, je peux la créer directement. Ici, je peux la mettre en report only. Ça va me la créer et je peux après la modifier, bien sûr, d'accord? Donc voilà, ça va juste me donner des idées pour créer des conditional access. Là, par exemple, celle-là, c'est pour demander le MFA pour les admins. Donc là, ça va aller chercher tous ces admins-là. Mais je trouve que c'est pas assez granulaire parce que si vous voulez faire ce qu'on appelle du tiers modèle, ce qu'on appelle du enterprise modèle Zero Trust sur Azure Active Directory, moi, je vous conseille de faire vos conditional access vous-même. Vous pouvez vous appuyer sur le Zero Trust, enfin, vous pouvez vous appuyer sur les templates ici, mais le mieux, c'est de faire vos propres conditional access vous-même.
parce que vous êtes beaucoup plus granulaire et vous savez surtout ce que vous faites, tout simplement. Donc ça vous donnera plus de choses à mettre en place. Le what if est pas mal aussi, bien sûr, le what if, hein, ça vous permet de tester et bien sûr à tester sans modération. Voilà. Et donc ici, cette partie-là, donc les MFA ici, hein, donc là, il y en a 3 pour l'instant, d'accord? Donc ce sont trois Conditional Access MFA Manage Policy qui vont arriver. Donc là, je vous ai mis un petit peu un lien aussi et vous allez pouvoir le gérer. Donc voilà, après 90 jours, si c'est en report only, Microsoft va les activer automatiquement. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les bypasser sans problème. Et voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini donc le webinaire qui était assez complet, je pense. Donc on a couvert, donc si je reviens un petit peu ici, pour être un peu pédagogue, qu'est-ce qu'on a vu dans ce webinaire? On a vu l'introduction, on a vu le ZTNA, l'offre Microsoft Global Secure Access, on a vu pourquoi Microsoft fait du Global Secure Access, quel est l'intérêt du Global Secure Access, on a vu la fonctionnalité pour l'instant Internet Access, avec le deep dive, les conditional access, la configuration, la partie client, les logs, et on a vu aussi le tenant restriction avec le Global Secure Access. C'est quelque chose qui n'est pas très documenté, ça. Hein. C'est pas, il y a pas peu de gens honnêtement qui connaissent parce que j'ai pas vraiment vu ça sur Internet. Et on a vu un petit peu quelques nouveautés pour un peu échanger sur les tendances. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que pour la prochaine fois, donc la partie 2, on abordera la partie Private Access, donc pour accéder à des ressources privées via le ZTNA et l'offre Global Secure Access. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que j'ai pas été trop vite et j'espère que vous avez bien compris surtout le message que vous essayez de faire passer. Salut Ziad, j'espère que ça va. Non, justement, si tu as un Zscaler, en fait, le but, c'est que ça te permet en fait de remplacer Zscaler, c'est le but. Encore une fois, j'attire votre attention. Pour l'instant, ce n'est pas encore en GA, donc ne partez pas en production. Attendez que Microsoft annonce les prix, attendez que la annonce la partie support, etc., avant de partir en production. Très important. Merci Thomas, c'est très gentil. Merci beaucoup. On se parle demain. Merci beaucoup. Ouais, merci Brahim. En fait, oui, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un peu un découlé de. Parce que IoT Days, en fait, on avait tout préparé. Et là, j'ai vraiment condensé que sur l'Internet Access. Et voilà, on va faire en fait petit à petit comme ça, ce sera plus cool et plus granulaire. Et surtout, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sera que 20% de théorie, 80% de démo, comme on a pu le voir ici. Oui, exactement. Là, c'est la version premium. Tout à fait. Merci Ziad. Et je répondrai. Alors, j'ai vu ton message, Ziad, sur LinkedIn. Je vais te répondre et je t'enverrai les infos, il n'y a pas de souci. Ah, salut Alexandre. J'espère que ça va. Donc voilà, sachez qu'on est sur une ère quand même qui va être changeante sur Microsoft. Suivez bien les Ignite qui vont arriver. Moi, j'ai la chance forcément d'avoir un peu ce qui va sortir en mode NDA, donc je ne peux pas en parler malheureusement. Mais soyez bien attentifs, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir et ça va vraiment être intéressant. Et pour ceux qui me disent que le cloud, avec le cloud, il y a moins de boulot, en fait, ils se trompent lourdement, comme on dit. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, bien sûr, le webinaire sera à disposition sur ma chaîne. Donc, je ferai le montage et puis je posterai la vidéo, je pense, dès demain. Et puis, vous aurez le replay, comme ça vous permettra de revoir des choses si ça vous intéresse. Ah oui, mais non, là, ça, je peux pas, non. Je peux pas. Alors, Private Access, je vais voir quand est-ce que je peux l'organiser, soit jeudi prochain, soit la semaine qui suit. Parce que la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je suis au Portugal pour un event pour le Web Summit, donc je ne peux pas aller au Ignite, donc je vais voir. Bonne soirée, Ibrahim, merci beaucoup d'être venu.
Bah, écoutez, il est 20h. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une très bonne soirée. Merci beaucoup. J'espère vraiment que le webinaire vous a plu. J'ai vraiment essayé de faire de la qualité et je continuerai à faire de la qualité afin que tout le monde puisse être, euh, être en phase avec ce que j'essaie de faire passer comme message. Salut Jacques, merci beaucoup. J'espère te revoir bientôt à Nice. Merci tout le monde, bonne soirée et à très bientôt.